Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois Ahmed Laouej, sénateur PS et conseiller communal de la commune de Koekelberg. C'est Ahmed Laouej, salam alaikum. Salam alaikum, bonjour. Alors, c'est Ahmed Laouej, vous êtes également spécialiste en matière de fiscalité, de finances publiques. On va parler peut-être aussi de la crise financière. Vous allez peut-être nous expliquer un peu plus quelle est votre analyse et quel regard vous portez par rapport à cette crise financière que connaît également notre pays, la Belgique. Alors, on va commencer, Monsieur Ahmed Laouej, si vous le voulez bien, par l'actualité ici en Belgique. Tout le monde parle des groupuscules extrémistes, des groupuscules radicaux, de Sharia for Belgium. Et on attend, peut-être aujourd'hui encore, que la ministre de l'Intérieur nous présente son plan de lutte contre les groupes extrémistes et qui s'appelle notamment plan Sharia for Belgium. Alors, quelle est votre analyse à ce qui vient de se passer dernièrement, surtout à la commune de Molenbeek, qui a déclenché toute cette avalanche de réactions? Bien, en tout cas, bonjour à vos auditeurs et merci de m'avoir invité. Sur le problème que vous évoquez, il faut, je crois, resituer les choses dans leur contexte. Sharia for Belgium, c'est un groupuscule d'une dizaine de personnes qui visiblement a mené une opération savamment orchestrée pour venir mettre du désordre dans la commune de Molenbeek, dont ils ne sont pas originaires, ils viennent pour l'essentiel d'Anvers, mais dans un climat qui était propice. Et climat qui a été provoqué, selon moi, par toute une série de déclarations qui ont essayé de créer un stress dans la société sur fond de crise économique et sociale. Et il s'agissait en l'occurrence de l'accumulation de toute une série de déclarations, je veux dire, avec des germes un peu de xénophobie et visant à désigner une partie de la population, selon moi, des fins électoralistes. Rappelons-nous les déclarations de M. De Stex, qui désignait les jeunes bruxellois en les appelant les Norvégiens, les propos de M. Ducarme, expliquant que derrière tout foulard, il y avait de l'extrémisme, les propos de M. Renders situant Molenbeek à l'étranger. Par hasard, vous ne citez que des hommes politiques libéraux du mouvement réformateur. Alors, j'observe que ces derniers temps, c'est essentiellement eux qui ont fait ce genre de déclaration et M. Renders en ponctuant en disant l'intégration est un échec. Alors, je vois, moi, là, une stratégie qui vise, comme je le disais tout à l'heure, à créer un stress, une inquiétude dans la société, d'une part pour monter les uns contre les autres, c'est une façon de faire de la politique, c'est ce que Sarkozy a essayé de faire, ça ne lui a pas vraiment réussi, mais en attendant, il a créé des émules en Belgique. Et puis aussi, parce que quand vous créez une peur dans la société, vous pouvez après vous présenter comme étant le protecteur, celui qui peut apporter les réponses qui rassurent. Et c'est là effectivement qu'on a vu alors Monsieur De Wolf, lui, proposer carrément... Encore un bourgmestre MR de proposer des militaires dans la rue. Donc on est là, si vous voulez, dans une stratégie politique qui est évidemment particulièrement malsaine parce qu'elle conduit à désigner une partie de la population, disons les choses comme elles sont, des populations de confession musulmane, une population qui n'est pas simplement constituée de primo-arrivants, qui est constituée de personnes qui sont nées en Belgique ou de personnes qui sont en Belgique depuis très longtemps et que l'on jette comme ça en pâture, au fond, à des préjugés, à une espèce de ressentiment, mais qui est nourri par le discours. Alors, et la politique, Monsieur Tejini, c'est d'abord un discours. Alors, Monsieur Laouej, moi j'ai reçu ici quelques personnalités libérales du mouvement réformateur qui se défendent de stigmatiser une partie de la population, vous l'avez cité, population arabo-musulmane, et d'après eux, ils visent surtout à trouver des solutions à des problèmes d'intégration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors quand on veut apporter des solutions à des problèmes, on ne crée pas soi-même les problèmes. Ça n'est pas en excitant, si vous voulez, une partie de la population pour la dresser contre l'autre qu'on peut prétendre après vouloir trouver des solutions. Non, on vient avec un certain nombre de constats, mais des constats qui doivent être établis sur base d'études. Et s'ils veulent des études sur l'état de la discrimination à l'embauche, on peut leur en fournir. S'ils veulent des études sur les stéréotypes véhiculés dans la société, d'éminents sociologues se penchent sur le sujet depuis des dizaines d'années, eh bien, à ce moment-là, on peut, alors sur base de ces constats, les entendre sur ce qu'ils ont à proposer. Qu'ont-ils à proposer ? Le parcours d'intégration. Parcours d'intégration pour les primo-arrivants. Mais avec cela, vous ne réglez pas tous les problèmes de discrimination à l'embauche, vous ne réglez pas les problèmes de déficits sociaux, les problèmes de déficit en matière de logement, vous ne réglez pas non plus la manière dont on doit structurellement refinancer nos mécanismes de redistribution qui permettent d'élever le niveau de bien-être de l'ensemble de la population. Donc je ne crois pas en leur sincérité. Je crois qu'ils ont voulu surtout faire un vrai coup électoral, et un coup électoral dont on verra s'il porte ses fruits ou pas. Vous avez cité M. Didier Renders, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit que l'intégration est un échec
Donc c'était la phrase qui a déclenché ce débat sur l'intégration. Alors justement, selon vous, Monsieur Laouej, est-ce que l'intégration est un échec ou bien l'intégration se passe très bien, il n'y a aucun problème que connaissent les populations d'origine étrangère? Dans une société où il y a plus de autour de 15% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dans une région bruxelloise où nous avons chez les jeunes des taux de chômage records, dans une société où l'on sait que la discrimination à l'embauche est organisée de manière systématique chez certains employeurs, on ne peut pas parler de réussite d'un modèle d'intégration sociale. Ça ne concerne pas d'ailleurs que les personnes d'origine étrangère. Pour moi, le problème est beaucoup plus large et concerne l'ensemble de nos concitoyens. Mais il est vrai qu'un certain nombre de problèmes spécifiques se posent dans un certain nombre de quartiers populaires où l'on retrouve des populations d'origine étrangère, même si je n'aime pas ce terme, parce que pour moi, quelqu'un qui est né en Belgique n'est pas d'origine étrangère. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je récuse le terme allochtone, trop souvent véhiculé. Alors, il y a... Vous préférez quel terme? Citoyens. Des citoyens. Et alors, il y a des citoyens qui ont la nationalité et d'autres qui n'en ont pas. Parce que je vais vous dire une chose, monsieur Tégénie, que l'on soit belge de longue date, que l'on soit belge de manière récente, ou que l'on soit de nationalité étrangère, on paye ses impôts. Et parce qu'on paye ses impôts, on fait partie de la communauté citoyenne. Et le citoyen, contrairement à tout ce qu'on dit, il a, quelle que soit sa nationalité, des droits et des obligations. Donc nous sommes une communauté citoyenne et il faut arrêter comme ça de dresser les uns contre les autres. Celui-là est belge, il est belge depuis toujours, depuis récemment, etc. Ça ne va pas, nous sommes des citoyens égaux devant la loi. Et d'ailleurs, je souhaite vous dire que la crise économique et sociale que nous traversons, malheureusement, rend particulièrement dangereux les discours que nous avons pu entendre. C'est la raison pour laquelle moi j'en appelle vraiment à la raison et puis à ce qu'on se mette autour de la table pour vraiment relever tous les défis, défis de l'emploi en particulier. Monsieur le sénateur, est-ce que vous comprenez une majorité peut-être de Belges qui, lorsqu'ils voient des gens comme Sharia for Belgium qui prennent l'application de la Sharia en Belgique et qui disent aux Belges, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir vivre au pôle Nord. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude et la crainte de cette population vis-à-vis peut-être une partie, même minoritaire, de la population belge? Alors, je comprends cette crainte, et non seulement je la comprends, mais il faut aussi y répondre. Je dis aussi que des groupuscules comme ceux-là, malheureusement, reçoivent un écho qui est disproportionné par rapport à ce qu'ils représentent réellement. Alors, je n'en veux pas aux médias, ils font leur boulot, mais j'en veux par contre à ceux, et ici à nouveau je vise un certain nombre de responsables politiques du MR, qui vont créer un climat de tension, qui va permettre à ces groupuscules dangereux, qui pour moi constituent vraiment une menace par rapport à nos libertés fondamentales, par rapport à notre cohésion sociale, et leur permettre d'avoir de la résonance, notamment chez les personnes qui sont les plus vulnérables, qui peuvent quelque part voir dans ces groupuscules, au fond, une réponse à leur frustration sociale. Donc moi, ce que je dis, c'est que par rapport à ces groupuscules, mais par rapport aussi à l'extrême droite, le Parti populaire, par rapport au Front National, au Parti populaire de oui, parti d'extrême droite, absolument. C'est un peu fort, non? Non, j'ai lu, et c'est encore disponible sur le site internet, Monsieur Chancey-Wilmot, qui se réjouit d'avoir pu voir des visages boursouflés, des visages tuméfiés suite à l'intervention de la police vis-à-vis de jeunes militants antifascistes. À partir du moment où on se réjouit de voir des jeunes avoir été frappés par la police, je pense qu'on a basculé du côté de l'extrême droite. Et il suffit d'ailleurs d'aller relire la prose de ce monsieur, qui d'ailleurs est sous le coup d'une plainte d'une organisation de défense et de lutte contre le racisme, pour se rendre compte à quel point nous ne sommes plus simplement dans le populisme, mais nous sommes dans l'extrême droite, celle qui malheureusement promeut la haine et, je dirais, l'irrespect de l'ensemble d'un certain nombre de gens qui ont des différences. Oui. Alors justement, par rapport à ces violences policières, on a vu la condamnation de quelques personnalités politiques, M. Freddy Tillmans, bourgmestre PS de la ville de Bruxelles, et Mme Milquet, ministre CDH, qui ont condamné, demandé une enquête par rapport aux violences policières dont ont été victimes quelques personnes antifascistes, donc qui sont allées manifester contre ce qu'ils appellent l'extrême droite et les fascistes. Est-ce que vous pensez, parce qu'on parle de plus en plus de violences policières ici en Belgique, quand même un pays démocratique au centre de l'Europe, et on continue à être victime de violences policières dans un pays comme le nôtre? Vous trouvez ça normal, monsieur Laouej? Disons qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, d'excès. Et donc, moi, je ne souhaite pas m'en prendre à la police en tant que telle. La police, d'abord, est un corps tout à fait respectable, dont on a bien entendu besoin dans une société démocratique. Mais il s'agit de faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement vis-à-vis de ces jeunes militants. Ces jeunes
jeunes militants, sauf erreur de ma part et sauf mauvaise information de ma part, n'ont pas adopté des comportements qui étaient violents vis-à-vis des forces de l'ordre. Pourtant, visiblement, ils ont été chargés. Mais arrêtons au fond de tirer des plans sur la comète et attendons les résultats de l'enquête. Je me réjouis que l'enquête ait lieu. Alors, s'agissant toujours de ces groupes extrémistes, la ministre de l'Intérieur, toujours Madame Milquet, veut interdire ces groupes extrémistes comme Sharia for Belgium. Quelle est votre opinion par rapport à ça, position? Ce que je dis, c'est que moi, le droit commun doit pouvoir s'appliquer à tout le monde. Et il y a la loi Moureau de 81 qui vise justement à réprimer les actes qui visent à inciter à la haine sur base religieuse ou autre, ou sur base confessionnelle, ou la haine de manière générale de nature xénophobe. Bon, voyons déjà si Sharia for Belgium ne tombe pas sous le coup de la loi Moureau, ce qui permettrait déjà d'avoir un cadre juridique. La loi Moureau, la loi de 81 contre le racisme et la xénophobie. Premier élément. Deuxième élément, s'il fallait aller plus loin en termes de législation, il faut bien entendu voir dans quelle mesure ce dispositif à venir ne risque pas d'entraver aussi la liberté d'expression. Car il y a exprimer une idée, même détestable, c'est une chose, et puis il y a ensuite constitué une menace directe pour les fondamentaux de la démocratie. Donc il ne faudrait pas, si vous voulez, qu'en cherchant à résoudre le problème de groupuscules comme Sharia for Belgium, on en vienne à porter atteinte à des libertés fondamentales comme la liberté d'association, la liberté de penser. Alors certains pensent que l'islam pose problème dans cette société. Moi je viens de découvrir une étude qui a été publiée aujourd'hui, commanditée par la Commission européenne, ce qui est quand même un gage de crédibilité, et qui nous annonce que 95% des Marocains de Belgique sont fiers d'être belges. Mais c'est très bien. Quelle est votre réaction? Très bien, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Si l'on doit comparer cela avec tous les stéréotypes, tous les préjugés que certains cherchent à véhiculer, et là malheureusement je ne parle pas que de l'extrême droite, du Parti populaire, du Vlaams Belang, malheureusement je dois aussi parler d'un certain nombre de personnalités politiques de partis de droite plus traditionnels, eh bien cette étude montre au fond qu'ils ont tout faux. Que les gens qui sont de confession musulmane en Belgique n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de pouvoir s'épanouir, de vivre en paix, d'avoir un boulot, d'avoir une maison, de fonder une famille. Ce sont des gens ordinaires. Il y a juste une petite différence, c'est qu'ils ont une spiritualité qui n'est pas la spiritualité de la majorité de la population. Alors, je rappelle juste que on a le droit en Belgique d'avoir la spiritualité que l'on veut et de surtout aussi ne pas en avoir. Autrement dit, chacun peut, dans l'espace public qui est le nôtre, l'espace citoyen qui est le nôtre, faire le choix de ses convictions philosophiques ou religieuses. Alors justement, Monsieur Laouche, si vous parlez de ces gens ordinaires qui n'aspirent qu'à vivre leur spiritualité en toute tranquillité, si justement ces gens vous interpellent et vous disent, Monsieur le sénateur, nous aussi comme vous, on veut vivre notre spiritualité dans la paix, dans la tranquillité, mais on est de plus en plus stigmatisé. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pour bien vivre notre citoyenneté sans problème? D'exercer l'ensemble des droits qui sont attachés à votre citoyenneté. Et l'ensemble des droits qui sont attachés à votre citoyenneté, c'est d'abord des droits politiques, c'est le droit de voter, le droit de se présenter aux élections, c'est aussi les droits civils, le droit de s'associer, le droit de faire entendre sa voix, c'est aussi la liberté d'association, c'est de pouvoir créer des associations dans lesquelles vous pouvez assurer la promotion du dialogue interculturel, de la rencontre de l'autre. Bref, essayer d'une manière ou d'une autre de contribuer à faire en sorte que notre société soit une société où chacun a sa place, dans la sérénité, dans la cohésion et au fond dans l'épanouissement de chacun. Parce que moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il y a en chacun de nous quelque chose de positif. C'est que nous pouvons, les uns les autres, nous apporter mutuellement quelque chose qui nous permettra ensemble de grandir. Moi, je fais le pari de la richesse partagée. Alors, Monsieur Laouche, certains disent que lorsqu'il y a une crise financière, lorsque l'économie va mal, eh bien alors on a tendance, ou bien la société majoritaire ou la population dominante, ou bien la classe sociale dominante, tend peut-être à stigmatiser, à discriminer les minorités du pays. C'est peut-être à cause de cela, à cause de cette crise financière, de cette crise économique que connaît notre pays, mais aussi toute l'Europe, que certains groupes de la société se sentent de plus en plus discriminés ou de plus en plus visés. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour certains, à défaut de pouvoir apporter des réponses concrètes
à la crise économique et financière qui s'est mue en crise sociale, ou à défaut de pouvoir les apporter parce que ces solutions qui pourtant permettraient de résoudre les problèmes menaceraient un certain nombre d'intérêts auxquels ils tiennent, eh bien ils trouvent plus facile, plus commode de désigner des boucs émissaires. Donc autrement dit, de faire une espèce de diversion au plan politique pour dire mais au fond, les problèmes que nous vivons, ils sont induits par une partie de la population. Et ça s'est vu à travers l'histoire. Chaque fois qu'il y a une crise économique profonde, rappelez-vous les années de plomb, les années 80 avec les années Nols, nous étions aussi dans une période économique particulièrement difficile. Et là aussi, il fallait dénoncer l'étranger. Et d'ailleurs, rappelez-vous les équations que faisaient certains en disant 400 000 chômeurs, 400 000 étrangers. Vous avez tout de suite compris, pour supprimer le chômage, il faut 400 000 chômeurs, 400 000 étrangers en moins. On en revient aujourd'hui, pas de manière aussi explicite, mais de manière perfide à ce genre de raisonnement. À défaut d'apporter de vraies réponses à la crise économique et sociale, on cherche à faire diversion et à occulter les véritables problèmes en créant d'artificiels. En préparant cette émission, vous m'avez signalé que vous connaissez des exemples de réussite. Vous n'aimez pas le terme de personnes d'origine étrangère, je vais quand même vous le dire, ça, pour que nos téléspectateurs nous comprennent un peu mieux. Donc, ces exemples de réussite qui passent qui passent incognito, donc on voit moins. Peut-être que si ces exemples de réussite se rendent un peu plus visibles, peut-être qu'on changerait un peu l'image de cette catégorie de population. Non ? Tout à fait. D'ailleurs, des associations s'y emploient. Je me souviens de la grande organisation Déclic, organisée par une association à Bruxelles, qui cherchait précisément à mettre en lumière tous les talents qui, aujourd'hui, à Bruxelles, essayent d'apporter leur pierre à l'édifice. Et là, on voit des entrepreneurs, on voit des artistes, on voit toute une série de responsables du tissu associatif qui, au quotidien, montrent qu'on n'a pas attendu M. Reinders ou l'OMR pour progresser sur le chemin de l'intégration. C'est que cette intégration est en marche depuis longtemps et qu'elle se consolide au jour le jour et qu'il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait quelqu'un qui relève le défi de donner à sa vie, au fond, une voie de plénitude, une voie d'épanouissement. C'est tout cela qu'il faudrait pouvoir mettre en lumière. Cela étant, que les choses soient claires, s'agissant, je dirais, des médias en général, on parle plus souvent des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. Mais je crois que dans ce débat, il serait bon aussi de pouvoir parler des trains qui arrivent à l'heure et même des TGV. Ah ben, on voit peut-être qu'il y a aussi plusieurs mandataires politiques. Est-ce que vous pensez qu'ils donnent le bon exemple ? En tout cas, je connais beaucoup de responsables politiques, issus de la diversité, comme on dit. Je vous avoue que je n'aime pas tous ces termes. Nous sommes des citoyens à part entière, et ni plus ni moins que les autres, et qui sont tout à fait, je dirais, aptes à occuper un certain nombre de fonctions, qui apportent beaucoup au débat politique par leur connaissance des dossiers, par leur travail, des gens extrêmement courageux sur le terrain, mais aussi dans les hémicycles, pour faire vivre cette chose qui est fondamentale et qui est notre démocratie. Alors vous êtes, comme je l'ai dit au début de cette émission, spécialiste de la fiscalité des finances publiques. Dans cette crise que nous vivons aujourd'hui, ça touche de plus en plus, de manière peut-être encore plus directe et plus agressive, les couches sociales les moins favorisées ou les plus défavorisées. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, présidé par M. Di Rupo, le président de votre parti, apporte des solutions concrètes vis-à-vis de ces populations ? Je crois bien sûr. Il est clair que le contexte économique a rendu la situation budgétaire de la Belgique particulièrement difficile. Je rappelle qu'il fallait trouver 11,5 milliards d'euros, auxquels sont rajoutés 2 milliards supplémentaires pour pouvoir faire ce qu'on appelle la trajectoire budgétaire que nous demande l'Europe, c'est-à-dire de pouvoir rétablir l'équilibre de nos comptes d'ici 2015. Et d'ici 2015, il faudra trouver quelque chose comme 20 milliards d'euros. Donc retenons, d'ici 2015, trouver 20 milliards d'euros pour rétablir l'équilibre de nos comptes, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses. Justement, peut-être ces 20 milliards, pour les trouver, il faudrait faire des coupes dans des dépenses publiques. Et là, c'est précisément ce que nous n'avons pas voulu faire. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement autour de la table, lors des négociations pour la formation de l'accord de gouvernement, un certain nombre de gens qui voulaient faire... Vous allez encore parler du MR ? Je ne parle de personne parce que moi, justement, je suis loyal par rapport à l'accord de gouvernement et à la majorité gouvernementale. Donc je ne vais pas désigner les uns et les autres, mais ça n'a un secret pour personne.
qu'on parle que du MR, parce que comme ils ne sont pas là, j'aurais aimé leur donner peut-être le droit de réponse. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Oui, et puis je ne doute pas que vous avez déjà eu des invités du MR. Ouais, qui ont critiqué le PS aussi. Eh bien voilà, donc ça rééquilibre les choses. Mais simplement pour vous dire que oui, il y avait des gens autour de la table pour défendre des solutions antisociales. Bon, alors est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le domaine social? Oui, bien entendu. Il y a un certain nombre d'ajustements qui ont été faits pour des raisons de compromis politique. Ça n'était pas la demande de mon parti, mais enfin, pour faire un gouvernement avec autant de partis autour de la table, autant de sensibilités différentes, il faut bien pouvoir faire des accords. Mais nous avons surtout été chercher des moyens supplémentaires dans les grandes compagnies, les grandes sociétés, notamment les fameux intérêts notionnels. Pas rentrer dans les détails, ne soyons pas trop techniques, mais qui était une mesure fiscale de réduction d'impôts qui profitait surtout aux grandes sociétés sans que ça ne crée d'emplois. Et bien on a été rechercher 2 milliards. De la même manière, on a pu aussi revoir un peu les revenus tirés de la spéculation, des revenus financiers. On a été rechercher un bon milliard. On a aussi adopté un plan ambitieux de lutte contre la fraude fiscale, la grande fraude fiscale en particulier, sur laquelle on espère aussi pouvoir retirer d'importants moyens. Donc tout ça pour vous dire que nous avons veillé à pouvoir rétablir l'équilibre des comptes à l'échéance 2015, et c'est important de le faire, je vais expliquer après pourquoi, mais en faisant contribuer aussi ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient jusqu'à présent été les grands bénéficiaires d'un déficit au plan de la justice fiscale, chose que le PS a voulu rétablir. Alors, quand vous évoquez ces chiffres des milliards, ça donne un peu le tournis. Vous êtes aussi un conseiller communal, donc vous rencontrez des gens ordinaires. Quand vous leur parlez de ces milliards et milliards à trouver, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas peut-être de quoi payer un petit restaurant pendant le week-end, est-ce que vous comprenez leur distance vis-à-vis du politique? Est-ce que vous comprenez peut-être qu'ils n'arrivent pas à mieux appréhender peut-être cette politique que veut insuffler ce nouveau gouvernement? Je comprends tout à fait le désarroi dans lequel sont plongés des centaines de milliers de nos compatriotes, de nos concitoyens. Bien entendu, les choses aujourd'hui sont très difficiles, plus encore qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, parce que, comme vous l'avez dit, la crise économique et sociale est passée par là. Mais en même temps, je veux leur dire à quel point nous défendons un certain nombre de choses qui, pour elles, sont importantes au quotidien. Quand nous défendons les pensions, quand nous défendons le droit à avoir, si on perd son emploi, si on n'en trouve pas, malgré tout, une allocation sociale. Quand on essaye de veiller à ce que l'on ne fasse pas des coupes sombres dans les soins de santé pour qu'ils puissent avoir un accès aux médicaments, aux soins de santé à des prix démocratiques. Quand on fait tout ça, je leur explique que ça a un impact, que ça a un effet immédiat sur leur vie au quotidien. Un exemple très simple. Il faut savoir que s'il n'y avait pas la sécurité sociale, les protections sociales, qui, comme vous le savez, sont la chose qui, pour le Parti socialiste, est la chose la plus importante, eh bien, un Belge sur 3 sera en état de pauvreté profonde. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, c'est l'intervention dans les soins de santé, c'est l'intervention dans les frais d'hôpitaux, c'est aussi de faire en sorte que quelqu'un qui perd son job puisse avoir une allocation de chômage. Ce sont les pensions. J'explique ça aux habitants de Kuckelberg, qu'après avoir travaillé, il est légitime de pouvoir avoir une pension, parce que quand on vieillit, on perd sa capacité économique. C'est tout ça, ce sur quoi nous sommes, nous, particulièrement vigilants, et c'est la raison pour laquelle, aux citoyens de Kuckelberg, vis-à-vis de qui, ou à qui je parle de bien d'autres choses encore, eh bien, j'explique pourquoi nos combats au fédéral ont des effets immédiats sur leur vie au quotidien. Alors justement, parlant de la commune de Kuckelberg, vous êtes conseiller communal de cette commune. Est-ce que vous allez vous représenter aux prochaines élections communales qui, c'est dans 2-3 mois? Alors, je me représente et puis j'aurai l'honneur de conduire la liste du Parti socialiste. Je serai tête de liste. Candidat bourgmestre? Bien sûr, quand on est tête de liste, on est candidat bourgmestre, bien entendu. Et donc, justement, la commune de Kuckelberg qui est dirigée par des libéraux, comment ça se passe? C'est une large coalition. C'est une très large coalition. Elle est effectivement dirigée, conduite par Philippe Pivin, qui est MR, mais c'est une coalition de 6 partis. Et on retrouve un peu de tout, on retrouve en particulier le CDH, le FDF, le VLD, le CDNV, etc. Faut bien dire les choses, c'est que bien entendu tous ces petits partis n'ont pas beaucoup de choses à dire, c'est vraiment le MR qui conduit la politique communale, d'ailleurs ça se voit.
une politique de droite et par certains égards antisociale. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux Kuckelbergeois, c'est qu'il y aura un choix à faire le 14 octobre. Soit on continue dans cette dynastie qui en est déjà sa 30e année, parce qu'avant le fils, il y avait le père. J'espère que ça s'arrêtera un jour, mais en tout cas, nous sommes là, nous, pour faire en sorte que ça puisse s'arrêter. Mais nous voulons des crèches en plus, nous voulons du logement en plus, nous voulons enfin une maison de la jeunesse où les jeunes puissent trouver de l'offre d'emploi, du support scolaire, de l'orientation, de l'interface avec le tissu associatif. Nous voulons aussi résoudre des problèmes de sécurité qui, malheureusement, aujourd'hui, sont assez graves et qui ciblent en particulier, ou qui concernent en particulier les personnes âgées dans le haut de la commune. Nous voulons remettre aussi de la cohésion sociale pour que les Kuckelbergeois se parlent. Parce que pendant 30 ans, malheureusement, on les a montés un peu les uns contre les autres, les jeunes contre les seniors, le haut contre le bas. Non, il faut de la cohésion sociale dans le respect de tout le monde. Vous avez dit que c'est une commune dirigée par les libéraux depuis des dizaines d'années. Tout le monde dit que c'est une commune plus ou moins libérale. La preuve en est. Est-ce que vous ne partez pas avec un certain découragement, disons encore, nous allons nous présenter, c'est encore les libéraux qui vont gagner? Pas de découragement, beaucoup de motivation, parce que je crois que les habitants de Kuckelberg sont conscients des difficultés que je viens d'énoncer, des insuffisances que je viens d'énumérer. Donc nous irons en campagne électorale avec beaucoup d'ardeur, avec un programme, avec une équipe motivée, et nous expliquerons aux Kuckelbergeois notre programme, notre projet pour Kuckelberg. Je veux que Kuckelberg soit vraiment une commune où chacun se sente véritablement chez soi. Une coalition avec le MR est à l'ordre du jour ou pas? Ce sont les électeurs qui choisiront. Vous savez, je crois qu'en Belgique, surtout au niveau communal, on ne choisit pas comme ça avec qui on fait des coalitions. On prend d'abord connaissance du résultat des votes et des choix qu'ont souhaité exprimer les électeurs. En fonction de ça, nous défendrons un programme et des valeurs. Monsieur Laouet, je vous remercie d'être venu dans cette émission. Et moi, mes amis, je vous dis au revoir et à une autre émission de TIJNI Talk. À bientôt.